Nous sommes en direct ce soir d'un lieu que les Marseillais connaissent bien, mais qu'on fait découvrir à beaucoup de gens venus de toute la France. Nous sommes au Fort Gantom pour les universités d'été organisées par le Consistoire central et qui, pour la première fois, se passent à Marseille. À mes côtés, tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir le grand rabbin de France, Haïm Korsia. Je sais que vous êtes très attaché aussi à Marseille, mais plus sérieusement, je voudrais que vous expliquiez à nos auditeurs ce que représentent ces universités d'été et qui elles regroupent ici à Marseille pour ces 3 jours. D'abord, c'est une idée novatrice. C'est l'idée qu'on réunisse un peu calmement les dirigeants communautaires, les rabbins, pour réfléchir aux grandes problématiques du judaïsme français. Ça se fait à Marseille parce qu'on a voulu rendre hommage au côté très dynamique de la communauté juive de Marseille. Et puis ce lieu qui est un lieu militaire, moi j'étais aumônier des armées, je le connais bien, je l'aime beaucoup, c'est un lieu unique avec une vue incroyable sur le Vieux-Port et au fond sur le cœur vibrant de la ville. Et c'est comme une sorte d'avancée qui est là. Et c'est bien d'être au cœur de la cité pour penser le judaïsme. Parce que le judaïsme ne se pense pas en dehors de la cité. Il se pense littéralement au cœur de la cite. Et comme vous dites que je suis attaché à la ville, oui, je suis attaché. J'aime bien Marseille, mais j'aime bien surtout les Marseillais. Les dirigeantes communautaires, j'aime beaucoup les rabbins, cette vie familiale. C'est un judaïsme familial. Vous êtes une grande ville et pourtant vous réussissez à garder une fibre presque locale, vous voyez. Et c'est assez touchant. C'est très bien analysé. J'avoue, quand vous entendez parler, je me dis, mais ça me paraît une évidence en vous entendant le dire. Mais... C'est tout à fait vrai. Ces universités, vous l'avez dit, c'est d'été organisées par le Consistoire central. C'est pour regrouper les 18 consistoires régionaux, si je ne me trompe pas sur le nombre. Vous parlez de rabbins. Je présume qu'il y a aussi des présidents de communautés. Est-ce que, comme on pourrait le croire, les problématiques sont partout les mêmes? Il y en a certaines aussi, peut-être particulières à certains territoires? Évidemment, avec le président du consistoire, Maître Eli Korsia, nous tournons sans arrêt dans toutes les communautés. Quand je dis sans arrêt, c'est sans arrêt. On voit des grandes communautés, des communautés plus petites, des communautés vraiment qui sont symboliques, et pourtant ce judaïsme, il est vivant. Et moi j'aime entendre, et c'est important que tous les participants, les présidents, présidentes, administrateurs, administratrices, rabbins, entendent des pouvoirs publics, des personnes qui étaient invitées ici, qu'ils l'entendent du cardinal archevêque de Marseille. Lorsque dans une ville, il y a une communauté en baisse, c'est la ville entière qui baisse. Nous avons besoin de la présence du judaïsme. Et chacun des intervenants l'a dit avec ses mots et avec une force assez incroyable qui, je crois, motive les responsables communautaires pour aller plus loin, pour être, comme l'a dit le cardinal, voilà, permettez-moi de citer un cardinal, vous devez être inventif. Absolument, c'est vrai ce qu'il a dit. Quel défi, et pourtant comme ça paraît logique aussi. Mais c'est ce que on parlait du dialogue interreligieux, et c'est à cette occasion qu'il a dit cela. Moi, j'ai donné des exemples où il fallait inventer des nouvelles façons de créer du lien. Et il a repris ce concept parce que je pense que on peut plus gérer les communautés comme on le gérait avant, comme on le gérait à une époque où il y avait une boucherie dans toute une ville, où il y avait une synagogue pour des centaines de personnes. Maintenant, il y a peut-être un émiettement des synagogues, mais en même temps, elles sont toutes en fonction, tous les restaurants cachers sont pleins, les écoles juives, il n'y en a pas assez. Ben voilà, il y a une forme de cercle vertueux où l'activité crée de l'activité. Voilà pourquoi moi je dis aux gens, jamais n'allez couper des branches. Oui, il y a peut-être des moments où il y a peut-être moins de monde, mais il faut trouver pour attirer les gens. Rendez les offices plus fun, rendez les activités plus nombreuses, qui collent plus à... Enfin, si maintenant j'organisais un loto, ça va marcher peut-être dans un EHPAD, mais ça va peut-être pas marcher avec des jeunes. Donc il faut penser le temps, comme le dit le Talmud, Dimra Torah Lashon Ben Adam. La Torah a parlé la langue de l'homme à chaque époque. Donc il faut que nous aussi, dans le respect strict de la halakha, on soit capable d'adapter notre façon de servir les communautés de la manière la plus moderne. Regardez, vous, avec la radio, vous avez inventé une nouvelle façon de faire du lien. Bon on pourrait dire, mais on n'a jamais eu de radio. Moïse n'avait pas de radio au pied du mont Sinaï, pourquoi on a des radios? Mais non, il y a la radio, et puis après vous êtes passé au Zoom, et puis vous êtes passé à tout ce qui est les réseaux sociaux, et donc en fait, vous vous êtes adapté.
Le consistoire aussi doit s'adapter. C'est en tout cas la volonté très forte du président Elie Korsia. Moi, je suis évidemment cette volonté. Vous suivez, bien sûr. Parce qu'on la pense ensemble. Mais je crois que lui, il a ce talent de mettre en réalité concrète de grands principes. On est le chef d'orchestre et de le vouloir. Ah, donc, oui. Si je vous suis bien, Raïm Korsia, il faut être de son temps. Sans changer bien sûr notre religion, évidemment pas, mais il faut être de son temps. Et je vais vous dire, c'est d'autant plus important de ne pas la changer que c'est ce que la société attend de nous. C'est vrai. Qu'on garde cette sorte d'immuable qui a pu affronter tous les défis de l'histoire et qui est toujours présente. Et dans une société où tout se démonétise, tout se modernise et donc tout se démodernise, se démode parce qu'on croyait que c'était à la mode. Il faut garder, comme le disait un grand philosophe, pour être certain d'avancer, il faut se laisser pénétrer par l'immuable. Et l'immuable du peuple juif, c'est la Torah. Voilà pourquoi, par exemple, hier, nous étions réunis pour décerner ce diplôme de Chaver, la reconnaissance de la communauté juive à Yvon Amar, qui s'engage de manière visible et voire de manière très discrète au service de la Torah, pour diffuser la Torah, l'enseignement, parce que il y a des personnes qui n'ont pas une visibilité institutionnelle et qui pourtant agissent. Et moi, je pense que tous vos auditeurs, toutes vos auditrices sont capables à un moment d'être la personne qui tend la main à quelqu'un qui se sent seul, qui répond à une question de quelqu'un qui ne sait pas, qui, parce que juif est perçu comme juif par ses amis, peut répondre à un moment et lever une ambiguïté. Pourquoi vous faites ça dans le judaïsme? Et puis au lieu de dire, je sais pas, ou on n'a pas envie de répondre, expliquer et répondre, on fait tomber un préjugé. Et donc on crée potentiellement un antisémite de moins. Mais c'est donc une responsabilité collective. Absolument, c'est une responsabilité collective et ces paroles nous font du bien. Mais nous, on est très fiers de vous accueillir ici pour cette université d'été. Et l'idée était excellente et je crois d'ailleurs qu'encore une journée de travail demain, encore des ateliers pour réfléchir et on en a tous besoin. Puis on a l'honneur d'avoir le ministre de l'Intérieur, ce qui est quand même un signe fort d'avoir... C'est le ministre des cultes. Oui, mais c'est exactement. Et donc il a par nature une sorte de rapport avec les communautés. Et nous, on sait aussi répondre aux attentes de l'État. Absolument, merci beaucoup. Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir au micro de Radio JM le président du consistoire central, qui est un peu le chef d'orchestre de ces universités que nous évoquons tout à l'heure, Elie Korsia. Et ne pas me tromper, je suis ravie de vous accueillir. Alors, vous êtes content quand même du travail, certes beaucoup de travail, mais un très bon rendu, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai, vous avez raison Elsa. On se lance dans des projets, on essaye qu'ils soient les plus ambitieux possibles, surtout quand c'est des créations, donc c'est vraiment un petit peu fou qu'au mois de juillet... avec en plus des complications liées évidemment aux périodes très dures qu'on a connues dans ce pays, qui est notre pays il y a quelques jours. Est-ce qu'on maintenait pas? Et finalement, tout le monde a maintenu sa présence. Oui. 18 consistoires toutes les régionaux, personnes, exactement, là, 18 consistoires régionaux, 160 dirigeants, présidentes, présidents, administratrices, administrateurs, grands rabbins et rabbins qui se sont inscrits, qui ont maintenu leur présence à cette université d'été, la première du genre, en ce mois de juillet à Marseille. Et je réfléchissais tout à l'heure et je me disais que le 10 juillet dernier, il y a un an, j'étais à Troyes pour ce Yom Rashi que j'avais organisé, initié, qui avait été un moment extraordinaire qu'on avait vécu pour célébrer le judaïsme français. Et le 10 juillet 2023, nous sommes ici devant le vieux port de Marseille. Votre date, voilà, apparemment. Je vous appelle le 10 juillet l'année prochaine. Apparemment, et on se retrouve le 10 juillet pour cette soirée de gala avec le ministre de l'Intérieur. Alors, beaucoup d'ateliers de réflexion. Ce soir, un dîner de gala avec les représentants des collectivités territoriales, mais aussi, évidemment, le ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, d'où sa présence, qui sera là ce soir. C'est un message fort de sa part et c'est aussi pour vous un message très fort pour ces premières universités d'été. Bien sûr, c'est un message très fort parce que le ministre de l'Intérieur, dans la période qu'on connaît, jusqu'à encore ce matin, à une semaine près, on ne pouvait même pas maintenir cette soirée extraordinaire et ces 3 jours. Donc, j'allais dire, jusqu'à ce matin, on n'était pas encore sûr à 100% qu'il viendrait et il a tenu à le faire. Il a tenu à venir à Marseille ce soir et repartira demain matin parce qu'il voulait montrer, par sa venue qui était prévue, qu'il ne reportait pas, qu'il était présent, qu'il venait ici en tant que ministre de l'Intérieur et des Cultes dans ce Fort Gantôme, dans cette soirée de gala de l'université d'été, avec nous toutes et nous tous, pour nous délivrer le message de la République française et du gouvernement à nos côtés, auprès des
culte et auprès du judaïsme français. Alors je vais peut-être aller un peu loin par ma question, mais en fait c'est aussi pour lui de montrer qu'on peut être une communauté organisée aux côtés des collectivités territoriales et une communauté intégrée tout en respectant sa religion. Exactement. C'est un message fort qu'il lance. Vous savez, on célèbre cette année les 215 ans de la création du Consistoire central de France. Ce soir, c'est cette grande soirée dîner de gala qui finalement célèbre le judaïsme français et quelque part aussi notre institution et notre communauté juive. Venir ce soir, c'est aussi rappeler qu'il n'y a pas d'antinomie entre notre foi profonde dans nos valeurs, nos traditions, notre identité juive et notre patriotisme, voilà, ce qui fait de nous des Français juifs, des Juifs français, à la fois fiers de ce que nous sommes, et en même temps très fiers évidemment de ce que nous portons comme message au sein de la communauté nationale. Absolument, et je pense que pour le ministre Darmanin, c'est un exemple qu'il aimerait bien porter vers d'autres communautés, et c'est aussi, je pense, la raison de sa présence, si ce n'est aussi que je pense qu'il apprécie ce que vous faites au quotidien, il l'a dit plusieurs fois, il l'a salué plusieurs fois. En tout cas, moi je voudrais saluer votre volonté, et je trouve que d'avoir permettez-moi de le dire, un jeune président à la tête du consistoire, comme on l'a si bien dit avec l'archevêque, c'est se réinventer, c'est s'adapter à une époque tout en respectant ce que nous sommes. Et j'ai l'impression que vous en prenez bien le chemin. Bravo. Écoutez, merci. Merci beaucoup et merci pour les encouragements, les aides, l'appui, les participations des personnalités qui sont venues de toute la région et ça fait chaud au cœur. Absolument. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Je vous rends à vos invités qui vous attendent. Merci beaucoup. On va pouvoir continuer nos interviews en direct. À bientôt, Elsa. Merci beaucoup. Ici, nous sommes, si j'ai bien compris, la deuxième communauté, non seulement de France, après Paris, mais du pourtour méditerranéen, après Tel Aviv. Et je pense qu'il faudra dépasser Tel Aviv, après avoir dépassé Paris, bien sûr, je le dis pour les représentants locaux. Mais je pense que c'est un symbole que dans cette belle ville, grande ville, magnifique ville cosmopolite qu'est Marseille, on se le rappelle parce que je crois que c'est peu su, et c'est la troisième fois que j'ai l'honneur de voir votre communauté. Et à chaque fois, en 2 ans et demi désormais que vous m'avez invité, il faut le rappeler et le rappeler avec force. La deuxième des choses que je voudrais dire, c'est évidemment saluer le patriotisme. Le patriotisme incontestable qui est l'exemple que l'on doit tous montrer, qu'on le donne tous, puisque le ministre des cultes que je suis, et je suis très heureux d'être le ministre des cultes, rappelle sans cesse à tous les croyants, à tous les représentants des cultes, et il n'en choisit aucun, il n'en distingue aucun, évidemment par sa fonction, et par la loi de séparation des églises et de l'État, que vous êtes les seuls à prier pour la République, publiquement. Et à chaque fois qu'un représentant du gouvernement peut le dire, c'est une excellente chose. Et puis, évidemment, dire bien sûr à quel point cette communauté, vous l'avez dit vous-même, monsieur le grand rabbin, monsieur le président, peut aussi se poser des questions sur sa place en France, sur sa sécurité, sur son accompagnement. Et vous avez cité l'anniversaire du consistoire. Je ne vais pas me lancer ici dans des études napoléoniennes pour séparer le bon grain napoléonien de l'ivraie napoléonienne, puisque tout n'a pas été formidable sous le Premier Empire, mais beaucoup de choses sont nées, notamment votre beau modèle républicain qu'est le consistoire. Le 10 juillet, c'est aussi une triste date, qui est tombée par hasard, sans doute, mais c'est le jour où les parlementaires, en tout cas ceux qui avaient oublié l'idée de la nation, étaient réunis pour voter le plein pouvoir au maréchal Pétain. Et je ne veux pas non plus oublier cette date, parce que je crois que la France et la République, si elle peut remarquer le patriotisme, distinguer la force et saluer la loyauté, doit toujours regarder aussi le passé dans les yeux et tout ce qu'elle a mal fait, et très mal fait pour les Juifs de France. Et je ne voulais pas passer non plus en tant que ministre cette date ici dans le silence. Alors, Monsieur le Président, dans le discours que l'on m'a préparé, on citait les vertus de Marseille et on évoquait le fait que Marseille était une ville qui avait su, depuis longtemps, et sous la force de plusieurs élus, travailler dans une communauté d'intérêt avec toutes les religions. Il y a ici Marseille-Espérance, nous l'avons rencontré il n'y a pas très longtemps avec Monsieur le Préfet, Madame la Préfète et Monsieur le maire de Marseille ainsi que l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui l'avait lancé, si j'ose dire, avec les représentants du culte juif, où le principe est que tout le monde puisse discuter. Alors c'est une très bonne chose que tout le monde puisse discuter et dialoguer. D'ailleurs Marseille c'est sans doute l'endroit choisi par le pape, vous le savez, au mois de septembre, sur proposition du cardinal Lavigne, qui je crois était votre invité, pour parler justement de ce dialogue interreligieux. On ne peut pas non plus dire que les choses sont formidables partout en France, comme si le dialogue était la seule chose qui résolvait les problèmes. Il y a des actes antisémites nombreux. Vous êtes vous-même exprimé, Monsieur le Président, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous faisiez remarquer
qu'ils étaient moins nombreux, mais qu'ils étaient toujours aussi nombreux. Moins nombreux parce que les statistiques font qu'on peut toujours se dire qu'on se réjouit du fait que les préfets, je les salue, les policiers, les gendarmes qui risquent leur vie tous les jours, les militaires, pour protéger les lieux de culte, pour protéger les écoles, pour protéger les lieux communautaires, empêchent des drames, bien sûr, d'arriver, ou de plus en plus d'arriver. Enfin, ils sont beaucoup trop nombreux et surtout, ils sont souvent cachés. Et je sais que dans vos communautés, beaucoup de gens n'osent plus porter plainte, soit par peur de représailles, soit parce que c'est devenu désormais quotidien. Et je crois que les actes antisémites, bien sûr tous les actes antireligieux sont absolument inacceptables, et ils sont tous des coups de poignard à la République. Mais les actes antisémites ont quelque chose de encore plus insupportable, parce qu'ils touchent les hommes physiquement. Et ils ne touchent pas simplement vos lieux de culte, ils ne touchent pas simplement un certain nombre de graffitis qui rappellent le régime nazi, qui rappellent l'extermination des juifs, qui blessent profondément les cœurs et les âmes, mais ils touchent physiquement les personnes. Et je crois que c'est sur ce point précis que les préfets, monsieur le grand rabbin, sont attentifs pas simplement à résoudre les petits problèmes du quotidien, comme Raïm Korsia les appelle personnellement 3 ou 4 fois par jour minimum, mais aussi pour dire, quand ils vous répondent rapidement, et je sais qu'ils le font, que nous vous devons particulièrement protection, parce qu'on sait qu'il se passe des choses sales, malsaines, et très difficiles à entendre pour les Juifs de France. La deuxième chose que je vais vous dire, puisqu'il m'a été ici permis de dire quelques mots, et je voudrais rendre hommage quand même à l'auteur du petit discours qui m'a été préparé, il y a une très jolie phrase de Vladimir Jankélévitch. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je constate avec vous que l'antisémitisme se cache de plus en plus dans l'antisionisme. Et j'ai retrouvé dans Jankélévitch, ou plutôt l'auteur de ce discours a retrouvé dans Jankélévitch, cette phrase suivante que je ne connaissais pas et que je fais mienne bien volontiers, et que je le dis ici publiquement dans ce magnifique point de vue. L'antisionisme est une aubaine, car il nous donne la permission et même le droit et même le devoir d'être antisémite au nom de la démocratie. L'antisionisme et l'antisémitisme justifiés, mis enfin à la portée de tous. Il est la permission d'être démocratiquement antisémite. Et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux. Voilà une très jolie phrase de Jankélévitch dans l'imprescriptible que je fais mienne, et je veux ici dire solennellement qu'on ne peut distinguer l'antisémitisme de l'antisionisme. On ne peut pas dire oui mais, on ne peut pas dire quelques mots de conditionnel, parce que la sécurité d'Israël, c'est aussi évidemment la sécurité de tous les Juifs du monde. Enfin, et trop rapidement malheureusement, mais partageant ce bon repas avec vous, Monsieur le Président, je dois avouer, et j'en salue Vincent Ploquin, qui manifestement continue de briller par son intelligence partout où il passe, cher Vincent, et de saluer à travers lui le Bureau central des cultes et la nouvelle chef du Bureau central des cultes. Pour la première fois, il y a une femme qui dirige le Bureau central des cultes, que le consistoire et que le grand rabbin en prennent de la graine, si j'ose dire. Pour vous dire que non seulement il est à vos côtés, mais que la laïcité est un combat quotidien. Il y arrive parfois où les malentendus créent des incompréhensions, et les incompréhensions créent de la violence, ou créent des choses qui ne font que nous ne comprenons plus très bien dans quel monde nous vivons, et qu'à la fin, nous ne sommes plus dans la même société. La laïcité n'est pas la négation des religions. Ce n'est pas la négation des religions dans l'espace public. Et à chaque fois qu'on entend un élu, un soi-disant savant, nous répéter que la religion est dans l'ordre de l'intime, bien sûr c'est dans l'ordre de l'intime, mais ce n'est pas que l'ordre de l'intime. Le fait est que nous parlons ici devant une magnifique église, et je suis très heureux de discuter avec des responsables religieux, et que si la République ne reconnaît aucun culte, en fait il les reconnaît tous. Ça ne veut pas dire qu'il n'en reconnaît aucun au sens littéral du terme. Et il m'est arrivé, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, bientôt 3 ans, que de reconnaître à chaque fois ce moment où on se sent incompris. Ça vous arrive sans doute, peut-être qu'on s'exprime mal. Voilà 48 heures, je me suis fendu d'un tweet, puisque c'est la modernité, pour saluer le nouveau cardinal qu'avait créé le pape François. Alors ça ne peut pas être toujours Marseille, donc là c'est Ajaccio.
Et j'ai fait un tweet pour me féliciter, comme j'avais fait pour Monseigneur Aveline, comme je le fais pour tous les représentants des cultes qui sont distingués nationalement, internationalement. Et j'ai souligné, chacun verra sans doute la subtilité de ce message, le fait que c'était une fierté pour la France que le cardinal, l'ancien évêque, le cardinal d'Ajaccio, fut créé cardinal. Et là je pensais que le conseiller corse, parce que le ministre de l'Intérieur, il a un conseiller corse, sinon c'est pas un bon ministre de l'Intérieur. Un bon ministre de l'Intérieur, c'est un conseiller corse, un conseiller Jaime Corsia. C'est deux très importants quand on veut être ministre de l'Intérieur. C'est ce que je dirais à mon successeur, ou ma successeur, quand je lui laisserai les clés du bureau à Beauvau. Mon conseiller corse est rentré dans mon bureau et m'a dit « Ah, ce tweet est un peu provoquant. » J'ai dit « En quoi il est provoquant ?» « C'est une fierté pour la France. » J'ai vu que le président Simeoni avait dit que c'était une fierté pour la Corse. Bon, je lui dis, après tout, la Corse est dans la France, c'est une fierté pour la France. Et en fait, la polémique n'est pas venue du président Simeoni ou des Corses de France. Il est venu de ceux qui, très à gauche de l'échiquier politique, qui n'aiment manifestement ni la police ni la laïcité, mais je ne voudrais pas faire de publicité pour la France insoumise, hein, pour me dire, ils ne respectent pas la laïcité. Parce qu'il en vient à féliciter un évêque qui devient cardinal. À quel point, mesdames et messieurs, à quel point d'ignorance, et à quel point peut-être même derrière cette ignorance de haine des religions, en sommes-nous arrivés pour avoir tant de bêtises? Alors ce soir, je vais évidemment mettre un petit message pour dire que je suis très heureux d'être à vos universités d'été, Monsieur le Président. Pas simplement parce que j'ai le plaisir de vous voir et de dire à chaque fois aux Juifs de France à quel point nous les aimons, nous les protégeons, et ils sont en effet, Monsieur le Président, comme les Canaries de mes corons que je connais bien, qui appelaient le grisou avant qu'il n'arrive. Pas simplement pour le plaisir d'échanger avec ceux qui passent le réflexe après la réflexion. Pas simplement pour dire à Marseille que cette communauté juive ici mérite soutien, respect et affection, parce qu'elle a beaucoup souffert, comme beaucoup de communautés en France. Je ferai ce tweet aussi, tout simplement, pour faire rager ceux qui ne comprennent rien à la laïcité. Et je suis très heureux d'être avec vous, en tant que ministre des Cultes et de l'Intérieur, pour vous dire à quel point les religions font des bons citoyens. Je vous remercie.